Chers téléspectateurs d'Amani TV, la télé de l'Afrique, bonjour et bienvenue dans votre émission Entretien avec. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Gilles Olakunle Iyabi. Il est fondateur et président du think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Wati, analyste politique et ancien directeur du bureau Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group. Gilles, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. De rien, un plaisir de se retrouver pour cette émission aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la présentation que tu aimerais préciser aux téléspectateurs d'abord ? Bon, je pense qu'il y a l'essentiel, effectivement. Ce qui m'occupe depuis une dizaine d'années maintenant, c'est le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest, Wati, créé formellement en décembre 2014 et lancé publiquement en septembre 2015. Et donc, effectivement, on est dans l'année du 10e anniversaire de Wati. Et avant cela, j'ai effectivement travaillé pendant quelques années pour une organisation de prévention de conflits par l'analyse politique, International Crisis Group, en étant focalisé à l'époque sur les crises, les conflits malheureusement nombreux en Afrique de l'Ouest. Et avant cela, j'ai effectivement aussi travaillé comme journaliste à Jeune Afrique il y a plus longtemps. Et je suis au départ économiste du développement, même si à nouveau au niveau professionnel, j'ai surtout travaillé ensuite sur des questions politiques, mais toujours avec essentiellement l'Afrique, disons, comme élément central en fait. Plusieurs casquettes qui se retrouvent finalement, comme on dit, hein, et qui donnent un peu une conjoncture compréhensible à ta carrière. C'est le cas de le dire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, parce que le 25 septembre prochain, Wati, justement, organise un colloque pour son 10e anniversaire, parce que Wati, c'est un think tank qui a été officiellement, en tout cas, lancé en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2025, ça va faire 10 ans. Il faut profiter de l'occasion, justement, pour parler de Wati. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi avoir créé ce think tank-là? Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les accomplissements en 10 ans? Oui, alors Wati, peut-être dire d'abord qu'il y a deux significations au nom Wati. Il y a West Africa Think Tank, en fait West Africa Citizen Think Tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest. C'est important pour nous le mot citoyen. C'est pas un think tank classique. Un think tank, c'est pas nécessairement d'ailleurs très connu dans les pays francophones. C'est l'idée d'un cercle de réflexion ou d'un laboratoire d'idées. Mais en réalité, cette idée de cercle de réflexion, pour moi, ne résume pas bien Wati, parce que Wati est plutôt une plateforme de réflexion collective ouverte, alors que les cercles de réflexion sont souvent un peu plus fermés, en particulier dédiés à des experts ou à des décideurs. La deuxième signification du mot Wati, qui est une déformation de Waati, c'est plutôt là l'ancrage ouest-africain, parce que Waati, ça veut dire le temps. En Bambara ou Bamanakan pour les puristes, donc la langue parlée au Mali, mais en fait sous différentes formes aussi parlée dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, une des langues importantes de circulation, disons, en Afrique de l'Ouest. Et l'idée du temps, c'est à la fois le temps long, l'importance de travailler dans la durée, ce qui veut dire aussi ne jamais se décourager, ne pas céder à la résignation, rester concentré sur ce qu'on fait en sachant que les transformations les plus importantes, elles se font dans la durée. Et l'idée du temps court dans le sens de l'urgence également. Donc à la fois penser dans le temps long, mais en même temps travailler tous les jours avec un sentiment d'urgence, parce que les défis auxquels sont confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest sont importants et il me semble être important effectivement d'avoir aussi ce sentiment d'urgence dans l'action qu'on mène. Donc Wati, on l'a mis en place, je dirais, parce que oui, il y a l'idée que j'ai portée, mais que j'ai partagée avec beaucoup d'amis et de personnes à l'époque intéressées à l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et c'est ensemble qu'on a créé donc l'association Wati. Mais c'est vrai que dans la réalité, elle est portée par une équipe permanente que je dirige avec essentiellement des personnes basées à Dakar au Sénégal, mais aussi parfois des membres de l'équipe qui sont basés ailleurs dans la région. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment
au fond, permettre à la région ouest africaine d'avoir un espace de réflexion collective avec à la fois la possibilité pour les citoyens de s'exprimer à travers des articles notamment qu'on publie sur le site de Wati, sous forme de tribunes et à différentes catégories, mais aussi à travers des événements, que ce soit, disons, un espace parfois concret, réel, lorsqu'on organise des tables rondes en présentiel ou d'autres événements, mais aussi un espace virtuel, et c'est peut-être l'espace en fait le plus important pour nous aujourd'hui, parce que ça nous permet d'organiser une discussion sur les systèmes éducatifs, sur l'université, comme on l'a fait il y a quelques semaines en Afrique de l'Ouest, sur le financement de l'éducation, sur l'égal accès des filles et des garçons à l'enseignement, ou sur des sujets totalement différents, la sécurité au Sahel, le terrorisme, la démocratie, la réflexion sur nos institutions politiques, les systèmes de santé. Donc, Wati, c'est une plateforme qui est non seulement ouverte à tout le monde, mais qui estime aussi que tous les sujets sont importants et connectés les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on n'est pas un think tank thématique, on n'est pas un think tank économique ou politique ou sur l'éducation, on est un think tank généraliste avec cette idée que dans toutes nos sociétés, on a besoin de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes en fait, qui s'intéressent aux enjeux collectifs. Parce qu'en fait, chacune de nos vies est dépendante aussi de ce que font tous les autres et de l'état de nos pays et de l'état de la région et même de l'état du monde. Et en même temps, faire en sorte qu'on puisse passer des messages aux décideurs, à ceux qui sont dans des positions pour orienter les politiques publiques, notamment dans tous les domaines. Donc c'est ça, il y a un côté très flexible, il y a un côté très ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai aussi une présence qui est très digitale parce qu'en réalité, ça permet à quelqu'un qui est à Bamako, qui est même voilà, à Ziguinchor, à Paris, et aux États-Unis, un peu partout dans le monde, de participer à des tables rondes ou à des conversations virtuelles, mais en donnant aux intervenants qu'on choisit nous-mêmes le temps. Donc, on a souvent des discussions, des tables rondes d'1h30, 2 heures généralement, et parfois même, voire souvent, on déborde un tout petit peu. Parce que pour nous, c'est pas simplement avoir des discussions, c'est avoir des discussions qui sont ancrées dans le réel. Et ça, on l'a lorsqu'on invite des personnes qui savent de quoi elles parlent. Aujourd'hui, l'une des menaces que nous avons dans la région et dans le monde, c'est qu'on a parfois le sentiment que sur tous les sujets, on donne peut-être encore plus la parole ou prennent la parole parfois des personnes qui ont essentiellement une opinion à passer, parfois même simplement pour des raisons commerciales. Et nous essayons vraiment de donner la parole à des personnes qui ont travaillé sur des questions, mais aussi en permettant aux citoyens d'apporter leur contribution. Parce que si on parle de la santé au Sénégal ou de l'éducation au Bénin ou de la démocratie en Côte d'Ivoire, on estime que les citoyens eux-mêmes, pas simplement les décideurs et les experts, en fait, ont un vécu à partager et des idées aussi à proposer. Ok, et vraiment toujours au cœur des plus grandes thématiques, comme on peut le comprendre, c'est vraiment un espace de discussion des thématiques les plus importantes pour l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Et justement, on va revenir sur certaines de ces thématiques-là, parce que tu as mentionné tout à l'heure les challenges, les défis sécuritaires, les défis de bonne gouvernance, qui sont vraiment les plus importants. Si on regarde les 10 dernières années dans le Sahel, on a eu plusieurs moments importants de défis sécuritaires, de défis de bonne gouvernance, de défis de démocratie. Aujourd'hui, on est dans une situation où le Sahel est divisé, il faut le dire. Au Sénégal, on dit qu'on est entouré du fameux cercle de feu. Aujourd'hui, on a l'AES qui a été créé pour faire effet miroir ou pour faire en tout cas peser sur la balance par rapport à la CEDEAO, etc. On a ces 3 pays qui s'opposent. Justement, on a le Burkina, le Mali et le Niger. On a d'autres enjeux de démocratie. Aujourd'hui, on a ces pays qui sont dirigés par des régimes militaires, etc., etc. Les gens sont positionnés différemment par rapport à cette question-là. Comment est-ce que, en tant que président du think tank Wati, tu analyserais de manière peut-être générale cette question-là?
Oui, je commencerai par dire qu'on est effectivement dans une situation très difficile. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas dire que nous soyons dans une situation, disons, de paix, de sécurité et de prospérité partagée en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qui est pour moi encore plus inquiétant, c'est que les perspectives elles-mêmes restent incertaines. Et donc, c'est pas simplement la situation actuelle, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut se projeter, disons, dans les 10 prochaines années, voire même dans les 5 prochaines années. Oui. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans cette région, vous n'avez pas mentionné une dizaine d'années, je dirais même maintenant une quinzaine d'années. Oui. Si on prend la crise au Mali, par exemple, la crise contemporaine, parce qu'il y en a eu d'autres avant, on peut estimer qu'elle a commencé en 2012, on est déjà 13 ans plus tard. Wow. Et ce que ça signifie, et qu'on ne voit peut-être pas suffisamment au Mali comme dans les autres pays confrontés à des situations d'insécurité qui ont aussi fait le lien ensuite à des situations d'instabilité politique et notamment les coups d'État militaires. On a aussi des centaines de milliers d'enfants, et si on ajoute le Nigeria, je dirais même des millions d'enfants qui ont grandi, qui grandissent dans des contextes de très grave insécurité, avec une violence très importante, avec des familles souvent totalement décomposées, avec beaucoup de déplacements, donc avec quasiment plus d'accès à l'éducation et même au minimum, parce que déjà avant les crises sécuritaires, on n'avait pas déjà des très bons indicateurs d'éducation, notamment dans les zones rurales, mais avec les crises sécuritaires, la violence du type terroriste et les autres formes de violence, on a effectivement toute une génération en fait d'enfants qui est en train de grandir dans ce contexte-là, et ça, c'est un véritable défi, pas pour chacun des pays en particulier, mais pour l'ensemble de la région, parce qu'à nouveau, les êtres humains sont mobiles et dans cette région, c'est aussi une région de mobilité. Quelles que soient les barrières qu'on peut mettre, c'est une région de mobilité et c'est pour ça que ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Nigeria, on oublie souvent que ce géant de l'Afrique de l'Ouest est confronté de manière permanente à beaucoup de violence et d'insécurité. Tout cela a un impact immédiat, mais aussi un impact de moyen et de long terme sur les autres pays, parce qu'à nouveau, vous ne pourrez pas avoir durablement un Sénégal, par exemple, en paix si vous avez de manière permanente un voisin ou des voisins qui sont dans des situations où les États ne contrôlent plus leurs frontières et leurs territoires. Donc oui, on a un problème sécuritaire qui est très important mais je dois dire... Personnellement, moi, je l'ai vu parce que je travaillais aussi avant en Wati sur des questions de conflits et de crise. Donc, je vois un peu cette région qui a connu des guerres civiles avant, Sierra Leone, Libéria, qui a connu une très longue guerre civile, parfois larvée, parfois ouverte en Côte d'Ivoire. Donc, la violence n'est pas nouvelle dans la région. Et pour tourner la page de ces guerres civiles qui ont été terribles, il faut peut-être rappeler que l'organisation régionale, qui est la CEDEAO, a joué un rôle et avait joué un rôle important. Aujourd'hui, elle est attaquée de toutes parts. Les opinions publiques, les jeunes, et pas seulement dans la région, au-delà du Sahel, sont très critiques à l'égard de l'organisation régionale. Les gens ne font pas nécessairement la distinction entre les faiblesses des États membres, de nos États, et l'organisation régionale. Il n'y a pas une organisation régionale qui existe en dehors de ses États membres. Les faiblesses de la CEDEAO majeures sont d'abord et avant tout les faiblesses des États membres en termes de leadership politique, en termes de capacité. Et donc, on accable beaucoup l'organisation régionale alors que, en fait, non seulement elle a un bilan, mais en plus, c'est un cadre régional. Donc, on peut changer, on peut améliorer des choses, mais si on le détruit, si on désintègre en fait la région, on s'affaiblit collectivement. Vous avez mentionné l'AES, pour moi, c'est un affaiblissement collectif. On a une Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui est divisée, qui est fragmentée, et cela, évidemment, pose un véritable problème pour faire face aux défis, notamment sécuritaires, parce que ce défi, il est transfrontalier. On voit bien aujourd'hui les pays côtiers, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, qui sont tous directement affectés, touchés avec des attaques terroristes, notamment dans la plupart de ces pays, touchés déjà par ce qui se passe dans les pays du Sahel. Et peut-être ajouter à cela, un peu dans cette description un peu de l'état
l'état de la région tel qu'il est aujourd'hui. Rajouter cette perception aussi dans beaucoup des opinions publiques des pays concernés par les régimes militaires, mais pas seulement, une forme de fascination pour les leaders militaires, une forme de contestation du principe même démocratique, décrit comme étant quelque chose d'importé, de non-africain, etc. Oui. Et pour nous, l'un des enjeux dans ce qu'on fait, c'est aussi permettre à tout le monde d'avoir peut-être une réflexion plus ancrée dans les faits, dans l'histoire de notre continent. On a connu des régimes militaires beaucoup en Afrique de l'Ouest, beaucoup en Afrique. Leur bilan, on le connaît également. Il a rarement été glorieux, à la fois sur le plan des libertés, parce qu'évidemment c'est confiscation des libertés, mais aussi sur le plan du développement économique et social. On a connu aussi déjà beaucoup de gouvernements, de leaders qui ont porté un discours révolutionnaire, panafricain, souverainiste. Tout ça a existé par le passé et on voit bien aujourd'hui que il y a une forme de fascination pour certains de ces leaders et pour une forme de souverainisme qui serait opposé à la démocratie en interne. Et ça, je pense que c'est une menace majeure pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'on pourrait se retrouver avec encore plus de pays dans les prochaines années qui basculeraient dans des régimes autoritaires et on n'aurait plus la possibilité d'avoir ce type de discussion. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la démocratie, elle va avec l'état de droit et les libertés et donc on ne pourra plus s'exprimer non plus librement si on a que des régimes autoritaires ou majoritairement des régimes autoritaires. Et on voit déjà dans certains pays les limites de la liberté d'expression. Pour nous, surtout qui sommes journalistes, quand on va dans certains pays voisins, on voit que certains n'ont plus la liberté de faire leur travail comme il faut, etc., etc. Donc ça pose un problème quand même à ce niveau-là, quand on parle de démocratie. Par contre, moi, la question que j'aimerais approfondir à ce niveau-là, on a parlé du bilan peut-être peu glorieux de plusieurs régimes militaires avant ce qu'on connaît aujourd'hui. On a parlé des limites à cette vision qui veut que la démocratie soit totalement importée, quelque chose qui ne marche pas. Mais à côté de cela, est-ce que selon vous, il y a quelque chose à tirer, je dirais, des revendications de certains militants du changement, qui se disent militants du changement, pour peut-être des dynamiques aussi qui ne marchent pas dans certains cas. Aujourd'hui, on a une CEDEAO qui fête ses 50 ans cette année. Ouati fête ses 10 ans. La CEDEAO fête ses 50 ans. Elle a été fondée en 1975 et on voit un désir, en tout cas peut-être de changement à ce niveau-là, de peut-être plus inclure la jeunesse africaine dans les prises de décision, plus parler un langage qui parle à cette jeunesse africaine qui a soif d'évolution, qui a soif d'épanouissement économique, qu'on ne voit pas forcément pour l'instant, qui a soif de toutes ces choses aujourd'hui et qui voit quelque chose qui ne marche pas. Donc dans ces revendications-là, même si on dit que ces régimes militaires-là ont montré leurs limites, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ces revendications qui doivent peut-être être implémentées dans l'avenir d'une institution, par exemple, comme la CEDEAO? Oui, certainement. À nouveau, il y a un bilan à faire au niveau de la CEDEAO. Il y a un bilan à faire à nouveau, mais qui doit se faire aussi en relation avec le bilan État membre par État membre. Parce qu'à nouveau, vous ne pouvez pas avoir une CEDEAO avec des décisions politiques très bonnes si au niveau des États membres, vous avez parfois des leaders, des présidents qui eux-mêmes sont mal élus ou pas élus du tout, ou qui manipulent leur constitution, qui ne respectent pas les textes. Et si vous avez aussi des États qui ne mettent pas en œuvre en réalité les décisions communautaires. Ce qu'on oublie de dire, par exemple, lorsqu'on critique les problèmes qu'on continue à avoir au niveau de la libre circulation, au niveau des frontières, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce n'est pas la CEDEAO, les fonctionnaires de la CEDEAO qui sont aux frontières. Ce sont les forces de défense et de sécurité de chaque État membre. Et lorsqu'on a de la corruption aux frontières, il faut pointer le
doigt vers les responsabilités qui sont au niveau des États membres. C'est vrai. Et donc, et ça me permet de souligner aussi que rien que la liberté de circulation, on considère ça au fond comme étant quelque chose d'acquis. Non, la CEDEAO a changé la trajectoire de la région et même les relations humaines dans la région par la seule mesure de la libre circulation, l'absence de visa dans l'espace ouest africain. Ouais. C'est un élément absolument essentiel de connexion des peuples et de transactions économiques. Et donc, je dis souvent que si la CEDEAO n'avait fait que la moitié, voire le quart de ce qu'elle a réellement fait en 50 ans, il aurait malgré tout fêté son 50e anniversaire parce qu'elle a réussi à ancrer l'idée que nous avons des futurs partagé et commun. Aujourd'hui, à nouveau, on est dans un scénario de désintégration qui est une menace. Sur les régimes militaires, ou ce qui peut être tiré de ce qui se passe dans la région pour non seulement des réformes internes au niveau des États, mais aussi des réformes au niveau de la région, oui, je pense qu'il y a des aspirations de la jeunesse qui doivent être entendues. On est dans une région qui est la plus jeune au monde. On est sur un continent qui a une médiane de 19 ans. La moitié de la population africaine, en gros, moins de 19 ans. En Afrique de l'Ouest, il y a certains pays, c'est même moins de 16 ans, voire moins de 15 ans. Donc ça nous dit quelque chose, effectivement, sur les défis éducatifs, sanitaires, économiques, création d'emplois. Mais ça nous dit aussi quelque chose sur la manière dont aujourd'hui les opinions publiques se forment, sur le fait que on a ce qu'on n'a pas fait dans le domaine notamment de l'éducation et de la culture de manière générale à travers nos systèmes éducatifs, peut-être aussi à travers d'autres moyens, on est aussi en train de le payer. Le niveau de connaissance de beaucoup de gens dans la région, non seulement de leur propre des textes, etc., de leur propre pays, mais encore davantage de ce que c'est que la CEDEAO, par exemple, de ce qu'elle a fait par le passé, etc. Ce niveau est en réalité très faible. Et donc, on a beaucoup d'impatience, on a beaucoup de colère aussi par rapport à la réalité économique et sociale, et elle est légitime. Il nous faut aujourd'hui réfléchir collectivement à nouveau à comment est-ce qu'on crée les conditions pour que les 5, les 10, les 15 et les 20 prochaines années dans la région, en Afrique de l'Ouest, qu'on ait plus de paix et de sécurité, qu'on sorte de cette tendance à nouveau de dégradation continue de la sécurité, et qu'on sorte aussi de cette période d'instabilité politique qui en fait ne paralyse pas toute l'économie, parce qu'il y a aussi une économie qui s'ajuste et qui se développe même dans les situations de conflit, mais on voit bien que les investissements les plus importants pour changer la vie des gens, ça dépend quand même aussi d'une perception de stabilité à long terme. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on pense que les régimes militaires nous donnent de la stabilité, parce qu'au fond, leur principale faiblesse, c'est qu'un militaire qui arrive, il n'y a pas de raison qu'un autre, 2 ans après, n'estime, ou voire parfois 6 mois après, n'estime que lui aussi peut faire un coup d'État. Oui, donc, ça crée de l'instabilité. Au Burkina, d'ailleurs, exactement. C'est arrivé, Donc, on peut tout à fait, moi je suis tout à fait clair, on peut tout à fait avoir des dirigeants militaires qui sont animés de bonnes intentions, et je pense même que parmi ceux qui sont arrivés, il y en avait qui avaient de bonnes intentions, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas, d'une part, parce qu'il y a une instabilité qui est liée au principe même d'une absence de règles pour arriver au pouvoir. Et deuxièmement, on oublie que même ceux qui arrivent avec de bonnes intentions, ils ne sont pas seuls, et que parfois eux-mêmes, ils changent au fil du temps. Et lorsqu'ils changent, en fait, comme ils ont aussi la force, à la fois le pouvoir politique et les armes, en réalité, c'est pire qu'un régime civil dysfonctionnel et corrompu, parce qu'un régime militaire dysfonctionnel et corrompu, il n'y a pas vraiment beaucoup de force en face pour pouvoir le faire partir. Donc, je pense que c'est des éléments qui sont très importants. Et le dernier élément, c'est vraiment la question de la liberté. Je peux m'empêcher, lorsque je parle de cette région, de penser à des personnes que je connais personnellement, qui ont été engagées dans des mouvements citoyens, des mouvements pro-démocratiques dans plusieurs pays de la région, Burkina Faso par exemple, et qui sont aujourd'hui certains emprisonnés, d'autres disparus tout simplement, sans nouvelles, et beaucoup poussés à l'exil. C'est aussi ça la réalité. Et donc, défendre un peu ce qui est en train de se passer dans beaucoup de pays, pas seulement les pays sahéliens, je mentionne la Guinée aussi par exemple, où, on est dans le même scénario, ou le Tchad, il y a beaucoup de pays sur le continent. Je crois qu'on ne perçoit pas le fait que cette extension de l'insécurité, cette extension des zones
où la liberté d'expression n'est plus permise, ben, elle peut continuer au cours des prochaines années si on ne réagit pas fortement. Tout à fait. Je veux revenir sur la projection. Tu as beaucoup parlé de projection et je pense que c'est ça dont la jeunesse africaine, c'est ce dont la jeunesse africaine a besoin. 19 ans, l'âge moyen de beaucoup de pays, ici en Afrique de l'Ouest, on a une jeunesse vraiment forte, prédominante, mais qui se retrouve un peu lésée actuellement si on voit un peu les mouvements, si on voit un peu les dynamiques, parce qu'elle ne sait pas forcément comment se projeter économiquement. C'est pour ça qu'on a des mouvements qui se lèvent par-ci, par-là. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à venir à bout depuis plus de, moi je dirais une trentaine d'années de cette immigration clandestine. Chaque année, c'est la même chose et de beaucoup d'autres choses. La jeunesse africaine demande à être prise en compte, demande à être inclue dans les prises de décision. Demande. On a vu aujourd'hui au Sénégal, on a un scénario où on a un président qui est très jeune parce que c'est la jeunesse un peu qu'il a mis en avant dans ces 54%. Ça a été prouvé, les jeunes sont sortis, les jeunes ont dit non, on veut le changement, on veut pouvoir se projeter économiquement, pouvoir se projeter, pouvoir réaliser sur notre continent. Comment est-ce que la jeunesse se projette justement, selon Wati, qui travaille pour ça, qui travaille pour un avenir du continent, un avenir du Sahel qui est plus glorieux que ce qu'on a vu précédemment? Concrètement, c'est quoi ces projections économiques qu'on peut faire, qu'on devrait faire? Non, c'est une excellente question parce que ça me permet justement à nouveau de mieux expliquer notre approche à nous qui ne consiste pas à nous limiter à un secteur ou un thème en particulier, par exemple à la question de la démocratie, des libertés, de l'état de droit. Ce sont des questions fondamentales, mais je crois qu'on oublie souvent que nos États sont tous des États jeunes dans leurs frontières actuelles en tant qu'États indépendants. S'il y a quelque chose de partagé au niveau des pays africains, je crois que l'élément le plus partagé, c'est le fait d'avoir été dépossédés pendant un bon bout de temps de notre trajectoire historique sur le plan politique et bien sûr sur les autres plans. Et donc depuis, disons, les indépendances, il y a une trajectoire de construction de nos pays. Et cette construction, c'est à la fois la construction politique, trouver des institutions politiques qui nous permettent de vivre ensemble. En fait, c'est à ça que ça sert, des institutions politiques. Mais c'est aussi construire des États capables de faire des choses. C'est pas la même chose. Il y a le travail sur les institutions politiques et nous, on croit fondamentalement qu'il faut choisir la démocratie, mais autour de ce principe démocratique, ensuite, il faut construire des institutions, des règles, des manières de faire. Et là, nous devons être créatifs. Et je suis pas sûr que jusque-là, nous avons été suffisamment créatifs pour transformer le principe sur lequel on s'entend, de la démocratie et de l'état de droit, parce que c'est pas que la démocratie majoritaire notamment, c'est aussi la protection des minorités, c'est aussi l'intérêt général. Donc traduire tout ça en institutions, ça c'est un chantier. Il y a le chantier de la construction d'États capable de faire des choses, l'État représentant un peu l'intérêt général. Être capable, ça veut dire avoir des forces armées, avoir des forces de sécurité, avoir des services de renseignement, ça veut dire avoir une administration économique efficace, etc. Et ça, c'est pas exactement la même chose que construire des institutions politiques. Les deux sont liés, mais c'est pas la même chose. Donc, je pense que nous avons ce défi de travailler sur les institutions politiques, nous avons ce défi de travailler sur les institutions de manière générale, qui ne sont pas que politiques, pour aussi construire justement nos politiques économiques, etc. Et nous avons besoin de construire des sociétés, de mon point de vue, de savoir, où on valorise les connaissances, les savoirs, de manière à ce que cela entretienne justement aussi le développement économique. Parce qu'on oublie souvent de le dire, une grande partie du confort dont on bénéficie vient aussi des innovations technologiques et nous avons besoin de faire beaucoup plus sur le continent en termes de recherche dans tous les domaines. Mais cette question de la jeunesse et des opportunités économiques, elle est extrêmement importante et ça nous dit que le fait d'avoir un changement politique comme celui qu'on a connu au Sénégal ne veut pas dire, malheureusement, que les défis économiques et sociaux vont trouver des solutions. Et je crois que c'est ça aussi ce qui se joue. Il y a beaucoup d'impatience légitime de la part de la jeunesse, mais sur des questions économiques,
les questions d'emploi, les questions de revenus, en fait, il n'y a malheureusement pas de solution miraculeuse. Il n'y en a jamais. Ce qu'on a fait en 10, 15, 20 ans, c'est le déterminant le plus important des conditions de vie à un moment donné. Ça veut dire que même lorsque vous avez un nouveau pouvoir qui a envie de très bien faire et de produire des résultats, il peut qu'afficher quelques résultats à court terme, mais en réalité, ça demande toujours beaucoup de temps. Et à force peut-être d'ailleurs de vouloir afficher des résultats tout de suite, il peut prendre des décisions qui vont peut-être plaire tout de suite, mais qui vont plonger le pays dans des difficultés économiques quelques années plus tard. Donc il y a une grande complexité par rapport à ces questions. Et ce que nous, on essaie de faire à travers nos débats, à travers ces discussions, c'est amener tout le monde justement à chaque fois gagner je dirais en complexité, aussi dans la propre analyse qu'on fait des situations et dans l'analyse qu'on peut faire des solutions qui sont possibles. Et je termine peut-être juste en donnant l'exemple de l'université et de l'éducation de manière générale. L'un de nos derniers webinaires, c'était sur les universités en Afrique de l'Ouest, l'enseignement supérieur. Et au fond, c'est pas simplement déplorer ce qui ne va pas, etc., mais c'est réellement pointer sur ce qui doit être fait en termes d'orientation des élèves, qu'on fait très très mal, voire quasiment pas. Donc les gens se retrouvent après le baccalauréat perdus, ils vont à l'université, choisissent des filières sans vraiment savoir pourquoi. Donc tout ça, ça demande des réponses concrètes. On peut tout à fait travailler là-dessus. Ensuite, la diversification des filières, les adapter à nos économies. Donc, dans nos discussions, on essaye de ne pas rester à la surface des choses, mais d'aller, disons, de prendre sous-thème par sous-thème pour aller plus loin et pour pouvoir formuler des idées qui, on l'espère, vont finir par changer les politiques publiques et changer la réalité. C'est un travail de longue haleine et on revient au temps à la longue durée. Tout à fait. Alors Gilles, on arrive presque au terme de l'émission et je vais te donner la possibilité de revenir sur le colloque du 25 septembre prochain pour que tu nous dises un peu le programme, le déroulement, etc. très rapidement en quelques mots avant de conclure. Oui, d'abord le colloque, c'est à l'occasion des 10 ans, c'est aussi un peu un prétexte pour dire merci à toutes celles et tous ceux qui soutiennent Wati depuis des années, à la fois des acteurs ici au Sénégal, mais aussi des acteurs de la région, des acteurs internationaux. Nous sommes un think tank très ouvert et donc pour nous, il est important de parler à tout le monde et de faire en sorte qu'on puisse avoir des interactions avec tout le monde. C'est aussi l'occasion de parler spécifiquement du rôle et de l'importance des think tanks de manière générale, des centres de recherche, des universités et leur importance pour nos sociétés ouest-africaines et pour nos sociétés africaines et l'importance de les connecter davantage aux décideurs politiques. Et la réflexion portera aussi sur justement les moyens de faire en sorte que les universités, les chercheurs, les animateurs des think tanks soient beaucoup plus en relation avec les décideurs politiques et que du côté des décideurs politiques aussi, ils comprennent l'intérêt absolu d'avoir des connaissances, des producteurs de savoir qui alimentent la réflexion et la décision sur les politiques publiques. Donc ce sera un colloque avec différentes tables rondes sur ces sujets-là, mais aussi avec une conversation qui va porter sur la place des femmes dans les institutions de savoir. C'est aussi pour nous un sujet important dans le cadre plus général de notre réflexion sur la société, sur nos sociétés, où les questions qu'on qualifie de questions de société, y compris la place des femmes dans les sociétés ouest-africaines et africaines, ce sont des questions qui sont pour nous aussi importantes que toutes les autres sur les questions de sécurité, sur les questions économiques, sur les questions éducatives. Donc ce sera l'occasion d'avoir cette discussion, mais je dis à nouveau, ce sera surtout l'occasion de rencontrer, de retrouver des personnes qui suivent depuis longtemps Wati et peut-être de faire connaître aussi Wati à de nouvelles personnes. Tout à fait, tout à fait. Un grand merci en tout cas Gilles pour cet entretien. C'était un plaisir de te recevoir ici dans l'émission Entretien avec. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs d'Amani TV, la télé de l'Afrique. Mon nom est Sophia Baye, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Entretien avec. En attendant, je vous dis à très bientôt.